Fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Merci de votre fidélité. Nous sommes jeudi aujourd'hui et ce jeudi, nous allons parler de serviettes hygiéniques réutilisables. On s'intéresse à cette question liée à la femme, liée à la santé sexuelle et reproductive de la femme parce que oui, l'hygiène des menstrues, c'est très important et il y a une dame qui a son association qui accompagne notamment ces personnes-là à pouvoir avoir des serviettes réutilisables de qualité. Son association, c'est Palobdé avec Madame Kendra-Bego. On va parler notamment de son association, de sa structure qui propose des serviettes réutilisables. Ça sera dans un instant dans la rubrique invité du jour. Et plus tard, bien sûr, on sera avec Francis Emmanuel Zango qui sera là pour nous donner les éphémérides. Avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour encore et bienvenue. On démarre l'aventure en partant à la découverte du Cocodonda. On y va pour la rubrique à la découverte de part à la découverte des sites touristiques, des aspects culturels, coutumiers, traditionnels donc du Burkina. Et cette semaine, nous avons décidé de nous intéresser au Cocodonda. On est aller dans une famille notamment qui confectionne et commercialise de cocodonda depuis des années. Il s'agit de la famille Cissé et aujourd'hui on va vous proposer d'écouter Monsieur Cissé concernant bien sûr le cocodonda. On écoute et puis on revient. Je suis Cissé Moumouni et pour Madame Cissé. Nous sommes au quartier Pissi, Bonham, plus précisément, de Ouagadougou. Et comment vous vous sentez dans le quartier? Est-ce que vous, à cause du fait que vous vendez la paille là où vous fabriquez, ce n'est pas un dérangement pour les voisins et les riverains? Pas du tout. Parce que nous avons vraiment eu une grande chance. Entre nous et nos voisins, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Donc on ne dérange personne. Nous-mêmes, on sait que des fois, on fait des efforts pour ne pas vraiment déranger les gens, mais les voisins nous comprennent et voient que on n'a pas le choix. Ouais. Voilà. Donc tous nous comprennent. Que tous les voisins même admirent ce qu'on fait comme travail. Et puis que la famille s'est regroupée à Ouagadougou, étant donné que la famille c'était le travail. C'est le travail de la famille à Bobo. Donc moi, étant adolescent, j'ai appris à faire ça avec ma maman, avec ma grande sœur. Et maintenant, quand je me suis marié, je continuais à faire jusqu'à ce que je suis rentré dans l'administration publique. Maintenant, j'ai été affecté à Ouagadougou et j'ai fait venir ma femme. Bon, il y a un regroupement familial à Ouagadougou. Et c'est à partir de Ouagadougou maintenant, on était les seuls dans tout Ouagadougou à faire de cocodonda. Ça, c'était depuis dans les années 90 à Ouagadougou. On était les seuls à faire dans le cocodonda. Donc, comment ça se faisait? La descente, quand moi je descendais du travail, le soir, je préparais le tissu et je la laissais. Le lendemain matin, elle passait à la teinture. Parce que chez nous, c'est comme ça qu'on travaille. C'était la petite entreprise familiale. Donc l'homme prépare, la femme fait la teinture. Comme ça qu'on faisait. Jusqu'à ce que Bazem se découvre notre boutique au Grand Marché. Voilà. Et ça a vraiment pris beaucoup de l'ampleur aujourd'hui. Dès lors que Bazem a découvert votre boutique, la production était devenue maintenant comment? La production s'est multipliée. La production s'est multipliée. Puisque depuis que Bazem a lancé le produit, puisque ceux qui portaient le produit, c'était la classe, une classe bien connue. Ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a la classe intellectuelle qui s'est intéressée à ça. Les citadins de la ville s'est beaucoup intéressés à ça. Donc, ce qui fait que ce qu'on produisait ne peut pas nous suffire. Ne pouvait pas du tout nous suffire. Donc, ça a pris comme ça jusqu'à aujourd'hui.
On est même passé à la petite entreprise familiale qu'on faisait monsieur, madame avec ses enfants. On a dépassé notre stade. Maintenant, on est obligé de recruter des ouvriers pour faire le travail. Oui. Maintenant, c'est les ouvriers, puisque nous-mêmes, on ne peut plus faire le Kokodunda, puisque ça nous dépasse. Nous-mêmes, bon, on se contente de manager seulement, c'est tout. La labellisation, c'est une chose qui est très bonne. Et ça va empêcher les copies industrielles, ça c'est un. Secondo, la labellisation, ce n'est pas dit que Kokodunda labellisé, que tout Kokodunda, on doit forcément labelliser. Non. Puisque la labellisation répond à un critère. C'est quand vous répondez à ce critère-là, vous remplissez ce critère que vous pouvez être labellisé. Et en ce moment, les pains, on peut l'exporter à l'extérieur, à l'international. Et les pains ont une traçabilité. Voilà. Sinon, manière que nous, on a l'habitude de faire le Kokodunda, c'est vraiment, il n'y a pas de traçabilité en tant que tel. On travaille beaucoup à la tête. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas beaucoup de traçabilité. Maintenant, avec la labellisation, le Kokodunda sera... Il y aura une traçabilité, ça veut dire que le Kokodunda que vous allez payer aujourd'hui, paf, vous labellisez, vous prenez avec le label, vous donnez, vous répartez chez le producteur, il va te reproduire exactement la même chose. Ça veut dire que c'est vraiment une très bonne chose. Mais cela n'empêche pas le Kokodunda, les gens vont continuer à produire le Kokodunda comme habituellement. Voilà. Mais il ne peut pas être labellisé sans qu'elle remplisse les conditions. Présentement, on n'a pas encore estimé ça en tant que tel, mais ça dépend de la quantité qu'on va nous commander. On s'organise en fonction de cette quantité. Puisqu'on prend les ouvriers on les paye par rapport au travail fait. Voilà, on paie les ouvriers par rapport au travail fait. Ils n'ont pas un salaire proprement dit comme ça, c'est des contrats. Ils ont fait tel nombre de pains, on les paye tant de francs. Donc en ce moment, on a nos équipements tout. On peut en produire milliers de pains. On peut en produire milliers de pains, comme on en produit une centaine de pains seulement aussi. Et il faut qu'on remercie beaucoup Sébastien Bazemo. C'est vraiment grâce à lui que la Pain Kokodunda a pris de l'envol. C'est vrai que nous l'avons beaucoup soutenu, on continue à le soutenir et on continue toujours à le soutenir. Vive le Kokodunda. Vous écoutez à l'instant le témoignage de M. Cissé qui confectionne, commercialise le Kokodunda depuis des années. Et pour la suite, on va marquer une petite pause. Juste après, vous aurez les titres des journaux.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci je vous donne lecture des titres des journaux et c'est parti pour la revue. Et nous débutons la revue de presse par le journal Le Pays. Le Pays affiche à sa une paroisse Saint-Jean 23 de Ouagadougou quand un dépotoir à ciel ouvert perturbe les célébrations. Procès Yaké Camille, Laure Zongo et autres, les témoins défilent à la barre. Révélation, libération des arrêts Sotraco, une opération coup de poing en cours. Yako, le corps sans vie d'un enfant décapité retrouvé. Gros lot de la Lonabé, Moussa Sérémé, ingénieur agronome, repart avec 45 222 000 francs CFA. Actu Sport, on peut lire Maroc, Xavi prêt à remplacer Regragui seulement après la Coupe du Monde 2026. La question est posée à la page numéro 19 du Pays. On peut lire à la une de ce journal également réduction des plats dans les restaurants universitaires, les explications du DG du Senou.
prolifération des fake news sur le numérique, le CSC organise la traque. Après le journal Le Pays, nous passons à présent au quotidien Le Quotidien. Le journal Le Quotidien affiche à sa une ce matin: gestion des plateformes numériques au Burkina Faso. Si nous laissons un seul espace inoccupé, les ennemis du peuple viendront l'occuper, d'après le ministre Gilbert Ouedraogo. PMUB, un ingénieur agronome, décroche plus de 45 millions de francs CFA. Robot humanoïde, la Chine accélère la cadence et domine le marché mondial. On peut lire également Yacouba Sow, directeur général du centre Faso Code X à Bobo Dioulasso. La révolution numérique est en marche et elle ne nous attendra pas. On passe à présent au doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin: procès Téyan 2, les témoins déballent, Yeyake abdique. Gestion des plateformes numériques, fake news, discours de haine et autres dérives au cœur des préoccupations. Plafonnement mensuel des plats aux rues, le SENU apporte des clarifications et appelle à la solidarité entre étudiants. Ramadan, à lire donc dans la rubrique Le Coin du Jeûneur. Une école d'élévation spirituelle, d'équilibre et de cohésion sociale. Lutte contre la fraude, coup d'arrêt pour un trafic de plus de 4000 cartouches de cigarettes prohibées. Procès de l'opposant ougandais Besigye Kifefe. Museveni veut porter le coup de grâce à son ancien Toubib. Lutte contre la rage humaine, l'État muscle sa riposte avec l'approche One Health. C'était là le dernier titre du journal L'Observateur Palka. Et d'ailleurs, le dernier titre des journaux que nous avions sous la main ce matin. On vous invite d'ailleurs à vos kiosques à journaux afin de lire ces différents articles. À présent, allons découvrir ce que Dame Nature nous réserve aujourd'hui. C'est parti pour la météo. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Ngam taaba kulum kalam la futa Shaka jom problem Water yella yella Zunzande water zunzande Ah ohaka Kumne. Ha? Mama yelle. Ya bu yelle. Ko jukandi gidana. Bab mam dugunda zikar ko ni kam ko mam gengin dugum bami bola zikar ko bola kam ko ke. Oh bab tuma fo. Tu fa kenga boutique ko antira sikar kwaba. Kama kwaba. Tu fa tita nyagam ligidi an kami bola sikar ligidi bola kama ligidi. Namba mama. Woto bale. La pashe kunkum mo. Simi. Wati kenga boutique ko ya. Tum nan kun fo kama ne sikara ya. Tu ko baba. Namba mama ni nyanga mataba namba mama. Ko en wati kenga. Ha? Funa yel sa kan kuma kam sikra. Kabi wush ko men kum. Kume. Ya rohum. Abanila gombe pugombe Mer fato yelan kenda ya wamdro bamram tiru te bamram foda Ngam taaba kulum kalam la futa Shaka jom problem Water yella yella Lere. On soule no ni fo. Ko mo do kam de. De ne ba fande fo ya zal fo paten kalman de so. On wis ko menga akase sida. Il faut nan dire so. Voilà. Soule no fo mo do kam de. Ya re na man bol fo ya. Ti fo bo yuni no ma fo. Ti fo so ba rale to pon fo yu kan lere kana le boli. Wala mo mingra parle go. Pa yele. You beat it on the mama. Ya woto bola fondata. Ebo maf. E bo maf paner yurwe. Ya entreprise ha yure. Ya tum yuro fo na woma mbol neti e bo mafe. Bo yura to. Mahmoud katay. Mahmoud ya moy yure. Fo karma me nande shoubun li bam pere. Fo ya cleaner wo. Bo cleaner yure to pour fo. Ni ne ba fa boni. Cleaner da. Yo bo yura to. Nasa ya sonne. Fo ratun to ma budu. Ratun to ma sonne la. Fo ya te bol fo ti nasa. Bo to. no sa wo phone ne mam kala sa amba ya phone number yo ni to ko ne mam ye yo belli ade tala yam miela ne ba fo pazal to ki hede ar fo mi ti mam tun karam fo nan de soba am tembo yurun ko fo sabe o mi na man nan ko fo yur hiya yu belli voilà be bible pour won am sebra pour ti ne ba fan wo yu kan voilà Emmanuel ngene bi ne do fo yu nan ye Emmanuel fo re o sobo le ka le bol Emmanuel
Pati Emmanuel. Ya ba man. Pati Emmanuel. Ven Mamila. Anyi pogom ni ma. Anyi lang ye mam Emmanuel pasumai. Ba Emmanuel lambe lanza tengo. Mfuru lanza ponyang bebet ne ba fabra pege sala. Pati Emmanuel. Eh biga, da bo yelo ko ne ba. Pati Emmanuel. Aba el bomba ori song ne ba man pati uni ngela wulan ding ma. Ele kam na yum so am zakun. Pati so ba ya men. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, comme annoncé, notre invité est bien installé. On va y aller pour la virgule invitée du jour. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Émilie Palobde Kendrebego. Elle est donc la présidente de l'association Palobde et de l'entreprise Palobde Afrique. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être là pour nous parler de serviettes hygiéniques réutilisables parce que c'est une question d'actualité et c'est important aussi parce que ça entre dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive de la femme. C'est important d'en parler. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un peu plus connaissance avec vous, Madame Kendrebego, puisque vous avez fait des études de finance, oui, au Canada d'ailleurs. Et c'était quoi en fait la vision quand vous étiez en études de finance? Alors, en fait, j'ai commencé avec... j'ai fait un bac finance, G2. Et après, j'ai continué aussi en finance pour la licence. J'ai fait un peu d'informatique aussi. D'accord. Mais je travaillais déjà quand je me suis inscrite pour faire un MBA. Parce qu'en ce moment, vraiment, je cherchais comment aller, voilà, c'était la vision, comment aller plus loin. Et j'étais inspirée aussi par mon patron qui avait fait un MBA et je voyais comment il arrivait à gérer l'ONG et je me suis dit oui, sa formation y est pour quelque chose et vraiment c'est ça qui m'a poussée. Ça veut dire qu'en ce moment vous travaillez en ONG? Voilà, je travaillais en ONG.
Ok. Oui. Et de là-bas, je suppose que vous avez fait le Canada pendant combien de temps? Alors, en fait, c'est une formation au Canada, mais étant au Burkina. Étant au Burkina, ok. Voilà, parce que c'est l'université de Moncton, mais les professeurs venaient chaque mois. Pour les cours. Voilà, pour les cours. Et à la fin, voilà, il y a eu les remises de diplôme au Canada. Maintenant, pour quelqu'un qui a fait des études de finance, de comptabilité, un peu d'informatique, vous avez dit, parce qu'on se dit c'est pas tellement lié au social. Qu'est-ce qui vous amène à vous lancer dans les serviettes hygiéniques? En fait, cela vient de mon histoire, de mon histoire personnelle, parce que étant jeune fille, j'ai vécu difficilement la période des menstrues. Pour moi, ça n'a pas été le manque de protection, mais les douleurs. Et donc, la gêne, la peur, pendant que tu es au cours, et voilà, tes voisins doivent savoir ce qui se passe, c'est obligé d'expliquer un peu. Donc, vous voyez, c'est pas facile, c'est lourd pour les jeunes filles, cette période-là d'inconfort avec l'environnement. Et vous savez que, voilà, on n'en parlait pas, c'était vraiment la honte. Et moi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour les jeunes filles. Ce n'était pas possible que les jeunes filles souffrent pour quelque chose qui est naturel. Donc, je me disais que, voilà, à la retraite, j'allais créer une association parce que c'est à ça qu'on pense. Oui. J'ai été rattrapée parce qu'à un moment de ma vie, comme on dit, j'ai été à la croisée des chemins. Ben, je me posais des questions et c'est en 2015 que j'ai entendu l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Adèle, qui avait 12 ans. Et lorsqu'elle jouait dans la cour de récréation, le tissu qui lui servait de protection est tombé. Donc, évidemment, ses camarades se sont moqués d'elle et cette fille n'est jamais revenue à l'école. Donc, c'est cette histoire vraiment qui m'a interpellée. Et pour que, voilà, on trouve des solutions pour qu'à cause des menstruations, les filles ne manquent pas l'école. Et après, en faisant des recherches, j'ai vu que c'était un problème en fait de santé publique. Oui. Parce que voilà, il n'y a pas que les jeunes filles, il y a les femmes qui vivent difficilement la période de menstrues. Et on dit qu'une fille sur 10 manque l'école chaque mois. Et il y a 25% des femmes qui ne peuvent pas vaquer à leurs occupations tranquillement pendant cette période. Et en plus de ça, quand je creusais, j'ai vu que voilà, il y a beaucoup de protections qui sont vendues dans nos boutiques de quartier. Ne contiennent des produits qui peuvent être nocifs pour la santé. Donc, c'était un problème de santé publique. Et vraiment, voilà. Et donc, on va dire que vous êtes rentré plus en réflexion concernant ce sujet-là. Et vous arrivez à proposer les serviettes réutilisables à partir de quel moment? Ça a été quoi le processus pour pouvoir arriver à ces serviettes réutilisables? Alors, en fait, comme j'avais en tête voilà, une association, en 2016, j'ai participé à un concours. Un concours pour l'entrepreneuriat. Et moi, comme j'avais une association en tête, je ne voyais pas comment transformer en entreprise. Mais après, j'ai dit, mais pourquoi ne pas présenter les serviettes hygiéniques? Parce que c'est un produit et que toutes les femmes doivent pouvoir acheter. C'est vrai que pour les femmes et les jeunes filles qui ne peuvent pas acheter, il va falloir que quelqu'un achète pour leur donner. Mais c'est un produit qui doit se retrouver en boutique et tout ça. Donc voilà, donc j'ai participé et parmi près de 100 dossiers, mon dossier a été sélectionné, on était 4. Et vraiment, c'est ça qui m'a boosté. C'est ça qui m'a boosté. Et tout de suite, je n'ai même pas attendu les résultats en fait. J'ai eu confiance en moi. J'ai pris un local, Et donc, en fait, c'était une idée. Il n'y avait rien de concret. Moi-même, je n'avais jamais vu une serviette hygiénique réutilisable en vrai, sauf des photos de ce qui se trouve en Europe. Et voilà, donc c'était sur la base d'une idée. On a fait tout à partir de l'idée. Mais comme ça, après l'idée, forcément, on fait des recherches pour savoir peut-être le matériel utilisé et tout.
Est-ce qu'il a fallu une formation? Comment vous avez fait pour pouvoir trouver la bonne formule de la serviette réutilisable? Voilà, donc comme on voulait se baser sur ce qu'on utilise, le tissu qui est adapté à toutes les femmes et qu'elles peuvent accepter facilement parce que c'est ce qu'on trouve. On est parti sur ça et faire une solution plus confortable. Avec des ailes, avec un tissu qui va faire qu'il n'y ait pas de fuite. Donc, et moi je me suis dit, mais pour fabriquer, il faut qu'on aille sur du tissu. Et quel tissu? Et au Burkina, on fabrique le coton. Et on sait que le coton, c'est la matière la plus indiquée pour la peau. Et surtout pour prendre soin de l'intimité, d'hygiène intime. Voilà, c'est le coton. Et donc, on est parti du coton du Burkina. Voilà. Et ça produit des tissus. Mais même ça, comme vous avez dit, il fallait aller chercher parce que le coton du Burkina, on fait du faso d'Anfani. Mais donc, on s'est dit, non, on ne peut pas aller au marché et pour prendre du faso d'Anfani. Ce n'est pas adapté parce que il y a de la teinture, comment ça a été tissé. Voilà. Donc, je suis allée vers des professionnels du domaine, ceux qui travaillent dans le coton. Je suis allée voir des sociétés comme Filsa, l'UNPCB. Et donc, c'est dans ça qu'on a trouvé la solution vraiment pour fabriquer nos tissus pour les serviettes. Pendant qu'on parle, on a justement les images de votre atelier. On va dire, c'est pas que l'atelier, mais c'est l'atelier de production avec plusieurs étapes. Parce que c'est l'entreprise et l'association en même temps. Et actuellement, est-ce que c'est un atelier fonctionnel qui propose justement ces serviettes réutilisables? Oui, on a un atelier fonctionnel. Je pense qu'il y a eu des moments où on a atteint près de 70 personnes qui travaillent et dont plus de 90% sont des femmes. Donc à la date d'aujourd'hui, c'est vrai que l'activité a un peu baissé compte tenu aussi du contexte. Et aujourd'hui, on a eu la chance, ça fait 2017 qu'on existe, d'avoir un partenaire avec nous qui a investi pour qu'on ait une unité de production et qui peut employer aujourd'hui près de 150 personnes. Ah oui. Alors maintenant, comme votre association, comme votre structure a deux volets, l'association et l'entreprise, essayez peut-être de nous donner la différence. Que fait l'association Palobré et que fait l'entreprise Palobré? L'entreprise produit et commercialise les produits d'hygiène réutilisables. Et donc l'entreprise fait aussi des formations. Maintenant, l'association accompagne l'entreprise parce que le but vraiment, c'est accompagner les acteurs de développement, accompagner notre gouvernement pour que cette période menstruelle, qu'il n'y ait plus de précarité. Vous savez que si les filles manquent l'école et que les femmes ne peuvent pas vaquer à leurs occupations, ben, voilà, ça affecte leur vie, ça affecte leur famille, ça affecte l'économie. Donc c'est un problème, c'est pas c'est un problème de l'État, voilà, qui doit veiller à ce que les filles soient à l'école, qui doit créer l'environnement pour que les femmes puissent être stables. Donc, l'association, vous savez que dans la gestion de menstrues, il y a le tabou. Bien sûr. Vous avez évoqué ça d'ailleurs en début d'émission. Généralement, dans nos familles, on ne parle pas de règles ou des menstrues à nos enfants. Oui, c'est ça. Et je peux dire que la première cause, même, bien, c'est vrai qu'il faut les moyens de protection, mais il faut qu'on brise le tabou. Parce que ce silence la tue. Et c'est justement pour accompagner à briser ce tabou-là et faire en sorte que les acteurs, on a les chefs coutumiers, on a les leaders, on a les femmes, les jeunes, les garçons, que tout le monde prenne conscience de l'impact des tabous sur la vie des femmes. Vous savez qu'à l'école aussi,
ce sont les garçons qui vont se moquer des jeunes filles parce qu'elles ont les règles. Quand les professeurs aussi ne sont pas formés à comprendre, ben, les filles peuvent être pénalisées, voilà, parce qu'elle aura ses règles, elle ne va pas vouloir rentrer en classe ou bien elle va mettre un pull vert, le professeur ne va pas bien le prendre. Et donc, tout ce monde-là doit être sensibilisé pour qu'il y ait une prise de conscience que les tabous ont un impact sur la vie des femmes et des jeunes filles. Très important d'en parler. Parlons de serviettes hygiéniques, les cotons qu'on utilise généralement pendant les périodes de menstrues. Ce qu'on constate, ce que certaines femmes révèlent, c'est que les cotons sur le marché qu'elles utilisent, ça leur donne des démangeaisons, ça fait que leur partie intime gratte, ça donne un inconfort quelque part. Voilà, on se demande bien qu'est-ce qui peut provoquer tout ça. On sait que vous n'êtes pas du domaine de la santé, mais... Ben oui, c'est vrai que voilà, je touche à une question qui est la santé. Oui. Et donc, je me suis bien informée aussi dessus et j'ai eu la chance aussi d'aller en Inde et j'ai vu comment on fabrique cette protection hygiénique. Donc, les serviettes importées. Oui, parce qu'il y a beaucoup de ces serviettes-là. Ce sont les matières, vous savez, c'est des matières qui sont utilisées, ce sont les matières qui composent ces serviettes le problème. Et moi j'ai vu beaucoup, c'est du papier, la plupart c'est du papier recyclé. Donc du papier broyé, blanchi. Et ce sont ces produits-là qui ont été utilisés pour blanchir ce papier-là. Et les matières qui sont à l'intérieur, le plastique et les membranes en haut, c'est ça qui peuvent contenir des produits qui ne sont pas adaptés et qui peuvent être assez dangereux pour la santé. Et donc, vous voyez, les femmes peuvent faire des allergies. Oui. Et il y a beaucoup de femmes qui disent, voilà, quand après mes règles, j'ai des démangeaisons, j'ai des irritations. Et voilà, on montre que la composition des produits là, il y a des produits qui peuvent être cancérigènes. Donc il n'y a pas que les serviettes hygiéniques, vous avez les couches aussi pour les bébés. Voilà. C'est pas simple. Hein. Oui. Et donc, aujourd'hui, ce que même les sages-femmes recommandent, c'est d'utiliser les serviettes réutilisables. En tout cas, des formations qu'elles donnent généralement. Et ces serviettes réutilisables, c'est ce que nous avons sur le plateau, ce que vous confectionnez. Quels sont les avantages d'utiliser en fait ces types de serviettes, Madame Kiandra-Buru? Alors, dans un premier temps, ça permet de bien gérer les menstrues. Et deuxième avantage, nous, on a utilisé du coton. Et voilà, c'est traçable. On a les preuves qu'on a utilisé du coton et du coton du Burkina et qu'on a fait aussi tester ces serviettes-là, analyser pour être sûr. Vous voyez, c'est teint, vous voyez que c'est différent parce que la teinture aussi qui est utilisée, ça doit être une teinture qui ne va pas causer des irritations. Voilà, donc on s'est assuré de tout ça. Et l'avantage aussi, c'est que c'est des produits qui sont réutilisables. C'est réutilisable, c'est sain. Ça fait partie aussi de l'intimité de la femme envers elle-même. Bien sûr, on a des femmes qui ne veulent pas laver, on a deux catégories. On en a qui n'en ont pas, qu'il faut aider à ce qu'elles aient pour préserver leur dignité. Mais il y a des femmes aussi qui ont les moyens d'acheter des serviettes de qualité, mais qui ont fait le choix de prendre des réutilisables. Parce qu'elles savent, comme vous l'avez dit, avec quoi c'est fabriqué. Voilà. Fait, et je vais vous raconter une histoire. Il y a une femme qui nous a dit que... on a même des médecins. On a eu des cas où des médecins ont conseillé aux femmes d'utiliser des réutilisables parce qu'elles avaient des infections à répétition. Elles sont venues prendre nos serviettes. Et on a eu le cas d'une femme qui nous a dit « Ah, moi, je ne pouvais pas avoir un enfant, ça durait. Et finalement, quand j'ai commencé à utiliser vos serviettes, bon, vraiment, ça n'a pas duré et je suis tombée enceinte. »
Et même mon équipe, on a dit, bon, ça c'est pas Doyi. Ah, est-ce que ça c'est pas pour nous flatter? Mais en fait, c'est pas qu'on a des produits dans nos serviettes. Voilà, c'est parce que c'est naturel, c'est naturel, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Et vous savez que les produits chimiques, là, c'est des perturbateurs endocriniens. Donc, quand ça perturbe, ça peut perturber les cycles, ça peut perturber la période d'ovulation. Et si tu arrêtes à un moment de les utiliser, ben, bien entendu, le corps reprend son cycle normal et ça peut favoriser. Voilà, donc ça fait partie aussi de ces avantages. Et vous savez, le coton, c'est une matière qui respire. Donc, souvent, pendant les règles, vous savez, il fait très chaud ici. C'est ça. Et donc, quand on utilise des matières qui ne sont pas coton, on va favoriser encore... voilà, c'est un milieu qui va favoriser la sortie de bactéries et ça peut favoriser des infections. D'accord. Comme vous avez ces serviettes réutilisables sur ce plateau, Madame Tiendorbegon, on va les présenter aux téléspectateurs. Oui. Et donc, vous allez nous dire, on en a de quel type, comment ça se porte et tout. Voilà, on en a de deux types. Un peu pour, voilà, on en a de deux types, deux pièces. Donc, il y a cette partie qui va absorber. Ici, on a un tissu pull imperméable qui va permettre qu'il n'y ait pas de fuite. Et on a du 2 en 1. Où l'absorbant il est intégré. Donc c'est facile à porter, hein. Ça comporte des ailes et puis voilà, quand on porte derrière le slip, on met un bouton de pression pour que ça ne bouge pas. Donc ça tranquillise la femme quand elle porte les serviettes hygiéniques. Et on a de plusieurs tailles aussi. Donc parce que en fonction du cycle, tu as besoin, souvent au début, tu n'as pas besoin de grandes serviettes. Pour la nuit, tu veux quelque chose qui soit plus large. Et il y a pour les flux moyens aussi. Donc, parce que le flux, en fait, ça ne dépend pas, nous on demande, mais ma fille a tel âge, c'est quelle serviette? Non, ça dépend des femmes. C'est ça. Donc, on peut avoir 15 ans et avoir un flux très abondant. Et faire des règles même qui vont durer 5 à 7 jours. Et avoir 30 ans et avoir des règles qui durent 3 jours et avec un flux léger. Qui ne coule pas beaucoup forcément. D'accord. À côté justement de ces serviettes réutilisables pour les femmes, donc après avoir utilisé, il faut laver forcément, comme le nom l'indique, c'est réutilisable. Et il faut le changer combien de fois par jour pour ce type de serviette? Alors, ce qui est recommandé par le personnel de santé, c'est de changer ces serviettes 4 à 6 heures. Donc, de ne pas dépasser les 6 heures. Après chaque 4 à 6 heures maximum, il faut changer les serviettes. Donc, ça veut dire que pour les femmes, les jeunes filles, le matin, quand on a porté, à midi, il faut changer. Et après, et maintenant, quand on le change aussi, on a dans chaque kit, on a une pochette qui est imperméable et qui peut récolter la serviette et on va aller laver. Mais on ne peut pas parler d'hygiène, même que ce soit des serviettes réutilisables ou jetables, sans qu'il y ait de l'eau, sans qu'il y ait du savon. Parce que pour se changer, il faut se laver bien les mains avant de changer ces serviettes. C'est important. Et donc, à côté aussi, on a des couches pour bébé, parce que tantôt, quand vous avez parlé de serviettes réutilisables, vous avez dit, même pour les couches pour bébé, il peut y avoir que les importés comportent des aspects chimiques. Maintenant, vous avez aussi trouvé la solution pour les bébés. Oui, on a la solution pour les bébés. Donc, on a des boutons de pression qui sont ajustables selon la taille pendant que le bébé grandit. Voilà. On a une plus grande aussi qui peut aller jusqu'à 3 ans. Et là, on travaille aussi sur d'autres produits qu'on va vous révéler. Voilà, des couches pour incontinence, des culottes menstruelles. On est en train de travailler sur ces produits-là. Et là, d'ici quelques temps, en tout cas, on va vous révéler aussi parce que en matière de serviettes hygiéniques, comme j'ai dit, la plupart de ces serviettes-là, on va revenir sur ce qui s'est passé aussi au niveau de l'Assemblée. Donc, on essaie aussi de combler ce besoin national, voilà, en allant en une unité industrielle plus grande. D'accord. Et je pense que
on va solliciter encore votre plateau dès que tout ça sera prêt. On va revenir sur ce projet de l'unité, mais justement, parlons des serviettes hygiéniques. C'est devenu vraiment une question de santé publique parce que la question a été posée au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a été l'objet d'une question orale à l'endroit du ministère de la Santé, du ministère du Commerce également. Et on a vu le ministre du Commerce répondre à la question de la députée qui a donc demandé la présence de ces ministres là pour parler des serviettes hygiéniques parce que c'est une question qui pose beaucoup de problèmes. Des femmes, plusieurs fois après avoir utilisé ces serviettes importées, comme on le dit, font cas de démangeaison, d'irritation, en tout cas d'infection et tout. Ou sinon même sur le prix, souvent on ne sait pas trop le contenu, on ne sait pas trop c'est fabriqué à base de quoi et tout. Voilà pourquoi les ministres, les députés ont décidé de poser cette question-là sur la table. Vous qui êtes dans le domaine, quand vous avez vu tout ça, appris tout ça, qu'est-ce que ça vous a fait? Alors, en tout cas, nous, on s'est réjouis et on remercie encore la députée Baïlou d'avoir amené cette question-là à un plus haut niveau parce que c'est notre combat depuis 2017. Et depuis l'année passée, je pense que les structures ministérielles me connaissent au niveau du ministère de la Santé, de l'action humanitaire et même du commerce. En tout cas, j'ai essayé de faire ces plaidoyers-là et pour qu'on soit regardant sur les produits qui sont donnés à des femmes et qui sont dans nos boutiques de quartier et aussi faire le plaidoyer sur comment aussi accompagner des structures comme Palobdé et voilà, qui emploient des femmes, qui transforment le coton du Burkina. Et vous savez que c'est dans les priorités de nos gouvernants. Et la priorité vraiment, c'est d'aller à la transformation de ressources de nos pays. Et c'est ça vraiment qui va créer de la valeur. Et donc, on s'est réjouis parce que le débat arrivait à un haut niveau. Et c'était important aussi que ça arrive parce que, comme vous l'avez dit, c'est un problème de santé publique. C'est un problème d'humanité. On est en train de se battre pour notre souveraineté, mais ça aussi, ça fait partie du combat pour notre souveraineté. Les serviettes que les femmes utilisent, ça affecte la santé de la reproduction. Donc, ce n'est pas les femmes seulement, c'est les Burkinabés de demain qui vont sortir des femmes, et ça affecte aussi les hommes. Donc, c'est une question de notre humanité, c'est une question de notre souveraineté, c'est une question de santé. C'est vrai qu'il y a eu les explications du ministre du Commerce. Maintenant, après tout ça, là, qu'est-ce que vous attendez aussi de la suite? Oui, en fait, le ministre a bien précisé, c'est des produits de santé qui sont classés comme tels. Et donc, l'importation de ces produits, en tout cas, doit être vraiment vérifiée. Et la qualité. Et si vous avez suivi aussi, je pense qu'il y a 2 mois de cela, au Sénégal, le ministère de la Santé a interdit une certaine marque de serviettes hygiéniques. Ça veut dire que voilà, l'État doit être vraiment regardant sur ce qui rentre. Et il y a, comme le ministre a dit, les moyens de contrôle vont être renforcés et pour que, et à inviter aussi la population à dénoncer. Parce que tous ces produits-là, la manière de les stocker aussi, ça compte. Et je pense que le ministère actuellement, ça a donné voix pour que le ministère de la Santé et du Commerce se mettent ensemble pour vraiment définir des normes. Voilà, parce qu'il a dit, pour les jetables, il n'y a pas de normes. Pour les réutilisables, il y a une norme qui existe, qui est en train d'être adaptée par l'ABNORM. Et Palobdé est dans justement la seule entreprise qui est dans ce processus-là, d'avoir cette norme nationale, cette norme-là. Voilà, déjà, on a fait analyser par le laboratoire de santé publique, mais il faut une norme. Et tout le monde, un peu comme les autres produits, il faut un label et tout le monde doit suivre ce label-là. Il y a un contrôle pour pouvoir
Et pour ce qui concerne ce qui est jetable, ben, il y aura des critères qui vont être définis et il y aura des conditions aussi pour faire venir ces produits-là. Et vraiment, on salue cette initiative et on espère que ça va aller très vite parce que c'est de la santé publique qu'on parle. Parce que quand vous parlez de normes, c'est très important parce que si on arrive à avoir la norme, ça veut dire que si après étude, on dit que c'est le modèle de Palobdé qui respecte, qui est la bonne norme, par exemple, on va instruire à toutes celles qui sont dans la fabrication des serviettes réutilisables de faire comme Palobdé. C'est un peu ça quand on parle de normes. Oui, c'est maintenant, on en parle parce que c'est une question aussi... qui intéresse le ministère de l'Action humanitaire parce qu'aujourd'hui, il y a des déplacés internes, des personnes défavorisées qui bénéficient de dons de la part du ministère de serviettes réutilisables. Il faut bien sûr que ces serviettes qui arrivent chez ces femmes PDI-là puissent être aussi des serviettes de qualité. Oui, en fait, je pense que là, on a interpellé, on a eu à interpeller aussi le ministère. Et vous savez que beaucoup d'achats, il y a beaucoup d'acteurs humanitaires qui achètent aussi ces produits-là, et des privés aussi, pour donner, parce que voilà, c'est pour aider. Mais en aidant, il ne faut pas qu'on cause plus de mal, parce que c'est des populations qui sont déjà fragiles. Et justement, ce qu'on leur donne pour préserver leur dignité doit être de qualité. Et donc, vous savez que beaucoup de ces... parce que c'est des acquisitions qui se font. Et il y a beaucoup qui passent par des appels d'offres et tout. Mais maintenant, il faut aussi que le contrôle soit fait à ce niveau. Donc, et vous voyez, par rapport à la normalisation dont on parle, ben voilà, il faut que tout le monde rentre dans cette case-là. En attendant, il faut que ces acteurs-là regardent vraiment avec quelle structure ils travaillent. Et donc ça, c'est très important parce que en ce moment, on a tout sur le marché. Parce que quand on parle du kit dignité, ben voilà, dans des boutiques, dans des quartiers, on met des couturiers, on trouve des matières, on fabrique. Et vous savez que c'est un peu... Voilà, quand on dépose la serviette hygiénique comme ça, bon, comment quelqu'un vérifie que c'est de la qualité, que c'est bon. Donc, c'est à partir de l'entreprise qui fabrique qu'on doit pouvoir vérifier ça. Et vraiment, c'est encore interpellé. Tout ce monde-là, des acteurs, de vraiment être regardants sur les entreprises qui fabriquent ces produits. Madame Kendrobero, parlons maintenant de ce grand projet aussi. Vous avez parlé de l'usine de fabrication. Oui. C'est ça. Oui. C'est quoi en fait, expliquez-nous, c'est quoi le projet derrière, même si on n'est pas encore à l'inauguration, c'est quoi la vision, c'est quoi le projet derrière, qu'est-ce que vous ambitionnez? Oui, alors, vous savez que voilà, c'est un grand projet, comme je dis, il y a une grande vision qui est derrière, qui va au-delà même du Burkina Faso, parce que les produits d'hygiène, on en a besoin tous les jours. Pas que les femmes, les hommes, toute la population, pour préserver la dignité, on en a besoin. Et donc, comment aller à des produits qui sont sains et qui utilisent nos matières premières? Voilà, et donc ça, c'est vraiment la vision qu'en transformant ces produits-là, on a de l'impact. Vous savez, on a du coton au Burkina, mais même pas 3% de ce coton-là n'est transformé. Il est vendu à l'état brut. Ça donne de l'argent, mais ça ne nous aide pas. Parce qu'en le transformant, on allait avoir plus de bénéfices. Donc, avec l'usine, il y a des femmes qui vont être employées. Et vous voyez, ces femmes vont nourrir leurs enfants. On a ceux qui travaillent, les producteurs de coton, qui sont dans la production du coton. Et il y a aussi, bien sûr, les entreprises partenaires qui travaillent avec nous. Pour donner un chiffre, aujourd'hui, on peut dire que nous, on a créé près de 325 emplois directs et indirects. On a transformé près de 50 tonnes de coton du Burkina. Donc, il y a de la valeur qui s'ajoute sur le pays. Et aujourd'hui, cette usine-là, elle est prête pour employer 150 personnes,
pour ce qui concerne le réutilisable. Mais on a aussi une branche pour aller sur du jetable qui est écologique, qui utilise encore nos ressources. Ça sera donc le nouveau produit que vous allez... Voilà, ça sera le nouveau produit. proposer. On aura deux produits complémentaires. Et vous savez, pour adresser vraiment cette question, il faut aller à un stade industriel. Voilà. Donc, si on reste à une production manuelle, bon, voilà, au Burkina même déjà, il y a combien de femmes? Et si on ambitionne d'aller hors du Burkina, dans les pays de l'AES, il faut qu'on aille à un stade vraiment industriel. Et vous êtes à quel niveau pour l'usine? Et est-ce que vous rencontrez aussi des difficultés? Est-ce que tout est fin prêt? Est-ce qu'on attend juste l'inauguration? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, pour la production des réutilisables, je vous ai dit, l'usine elle est prête, elle est fonctionnelle. Aujourd'hui, ça fait 1 an maintenant que l'équipe de production a intégré. Et pour concerne le grand projet, vraiment, on est en discussion avec des partenaires parce que voilà, c'est des financements qui sont lourds et on a besoin vraiment d'avoir des partenaires. Voilà. Comme vous avez cette tribune-là aussi, Madame Kendra-Bego, les autorités nous regardent. C'est vrai que quand on parle de partenaires, il y a des partenaires privés, mais il y a aussi l'État qui peut justement accompagner. Oui, en fait, voilà, c'est une entreprise nationale qui a un potentiel énorme d'impact. Et vous l'avez dit, on a discuté, si les ministres ont été interpellés, ça veut dire que l'impact de ces produits-là sur la société n'est pas à négliger. Et voilà, c'est dire, le ministre du Commerce, vous savez, il a parlé de, voilà, on attend de projets, il a dit que des projets qui vont venir industriels dans ce sens-là seront soutenus. Alors nous, on veut dire à Monsieur le ministre, on est là, on est prêt, et donc, et surtout, on veut travailler avec vous pour que cette question de dignité des femmes puisse être gérée par nous-mêmes et que ce ne soit pas par ailleurs qu'on ait des moyens pour le gérer. Et on a les ressources, on a les personnes, on a la vision qu'il faut pour accompagner l'État à régler ce problème de dignité pour ces femmes. Merci beaucoup, Madame Kendra-Bego. On me signale que notre temps est terminé. On va vous permettre de dire un mot de fin. Ça vous dit merci en fait pour l'invitation et c'est interpeller aussi la population parce que vous savez, on a parlé de cette question de femmes. C'est vrai que beaucoup peut-être n'étaient pas au courant, mais il faut qu'il y ait de l'engouement autour du sujet. Il faut qu'il y ait de l'engouement, il faut que le silence soit brisé parce que ce silence-là, il n'aide pas les femmes au Burkina. Il empêche les jeunes filles de vivre et les femmes de vivre leur plein potentiel. Et cela affecte aussi le Burkina qui ne peut pas avancer sans les femmes. Merci beaucoup, Madame Palobde. Madame Palobde, Émilie Kendra-Bego, présidente de l'association Palobde et présidente de l'entreprise Palobde Afrique. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons la petite pause et on revient pour la suite. Faso, il y a des champions et des championnes. Et oui, il y a les uns, ceux qui sont champions d'athlétisme, champions de boxe ou de lutte traditionnelle, ceux qui sont champions de danse, champions de mathématiques, champions de natation et autres. Et il y a les autres. Ceux-là sont également des champions, mais à leur manière et dans leur domaine. Ils sont champions dans le non-respect des feux tricolores, champions dans le mensonge et la calomnie, champions dans les retards et les absences au travail, champions incontestés dans l'abus d'alcool, dans l'insalubrité, les affaires louches et toutes sortes de nuisances. Et vous, dans quoi êtes-vous champion ? En attendant votre réponse, son Excellence Gérard nous amène à la découverte de ces champions d'un autre genre. Chaque jour sur Savane TV, allons à la découverte d'un nouveau champion dans son domaine de compétition. Les champions et les championnes, une mini-série humoristique sur nos conduites et inconduites, signée son Excellence Gérard. Les champions et les championnes, à chaque jour suffit son champion sur Savane TV. Les champions et les championnes. Dans la vie,
des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur. Qui n'est pas champion Pour enfin passer à côté de la chose. Oh, Nayi Sida. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. Qui n'est pas champion Pour enfin passer à côté de la chose. Nayi Sida. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Vous allez bien? Bien, merci. Où est quelqu'un qui prie à côté d'une église? C'est la même chose que celui qui prie à l'intérieur. Quelqu'un qui prie à côté d'une mosquée, c'est la même chose que celui qui prie à l'intérieur. Mais verser des ordures à côté d'une poubelle, c'est comme les étalons en phase finale de la Coupe du Monde. Ah oui. Avec Bertrand Traoré qui prend la balle, qui passe à Dango, Oui. Dango qui dribble, qui passe à Tapsoba, Tapsoba qui chute, non, à côté. Mais pourquoi? À côté. Pourquoi il n'a pas marqué? C'est comme verser les ordures à côté de la poubelle. Il faut mettre d'état. En toute chose, il faut mettre d'état. Oh, Nayi Sida. Les champions. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission. On va passer les éphémérides. C'est avec Francis Emmanuel Zango. Nous l'appelons Marwelle. Bonjour Marwelle. Bonjour Abzeta. Désormais Adja Hijab Abzeta, puisque depuis un certain temps, tu es habillée avec ce style qui te va à merveille. Merci. Et là, tout au long du mois de carême, on va bien apprécier cette tenue ou ces différentes tenues qui font la beauté de la femme musulmane et de la femme également qui se respecte. Merci beaucoup Francis pour ces appréciations. On va passer maintenant aux éphémérides, les événements qui ont marqué le 26 pour le moment, nous sommes le 26 février et nous débutons avec la date du 26 février 1976, rétrocession du Sahara occidental au Maroc et à la Mauritanie. Nous commençons avec cette date Abzeta, le 26 février 1976. L'Espagne met officiellement fin à sa présence administrative et militaire dans ce qui était alors considéré comme le Sahara espagnol et ce retrait fait suite aux accords de Madrid signés le 14 novembre 1975 par lesquels l'Espagne acceptait de céder l'administration du territoire au Maroc et à la Mauritanie.
Et bien que le retrait espagnol soit effectif en fin février, le partage officiel du territoire entre le Maroc au nord et la Mauritanie au sud a été entériné ultérieurement le 14 avril 1976. Et face à ce qui était considéré comme une occupation, le Front Polisario, entendait par là le mouvement créé pour la libération du Sahara occidental, réagit. Le soir même du 26 février 1976, il proclame la naissance de la République arabe sahraoui démocratique RASD. C'est un État non reconnu par la majeure partie de la communauté internationale et cet État également a une superficie de 266 000 km² et une densité d'environ 2,5 habitants par km². Date à retenir, 26 février 1976, rétrocession du Sahara occidental au Maroc et à la Mauritanie. Merci bien. Deuxième événement, fin de la conférence de Berlin. Berlin, si on veut dire ça en allemand. Oui, donc, c'était le 26 février 1885. Et voilà un chapitre qui nous a embastillé en des griffes lorsque nous étions au secondaire, lorsqu'on parlait à tout bout de champ de la conférence de Berlin. Et là également, si vous tombiez sur des professeurs qui avaient à cœur cette affaire de la conférence de Berlin, on vous dit tout simplement qu'on a découpé l'Afrique comme de petits gâteaux, comme de petits morceaux pour partager entre les pays occidentaux. Et là, c'était le 26 février 1885 où la conférence de Berlin a pris fin, suivant bien sûr la signature de l'acte général initié par le chancelier Otto von Bismarck. Cette rencontre entre 14 puissances sans aucun représentant africain a défini les règles de la colonisation pour éviter les conflits entre Européens. Alors, il a été décidé de l'instauration de la liberté de navigation sur les fleuves Congo et Niger, ainsi que la liberté du commerce dans le bassin du Congo. Et la conférence a pris acte de la souveraineté du roi des Belges Léopold II sur le vaste territoire du Congo à titre personnel. C'est pas pour rien, vous entendez souvent parler de Congo belge. Donc, dès cette époque, on avait dit toute la souveraineté du Congo appartenait au roi des Belges Léopold II. Et pour revendiquer un territoire, une puissance coloniale devait désormais prouver une occupation effective et le notifier aux autres signataires. Et l'acte prévoyait également officiellement l'interdiction de la traite des esclaves sur le continent, ce qui a conduit à la division arbitraire du continent, séparant parfois des groupes ethniques en forçant la cohabitation des peuples différents, ce qui fait que les structures politiques et les frontières imposées continuent d'influencer la géopolitique de l'Afrique contemporaine. Donc après ce partage, on s'est retrouvé dans une situation où des ethnies qui n'étaient pas forcément ensemble depuis fort longtemps ont commencé à cohabiter. Il y a eu cette interpénétration et jusqu'à présent, on le sent également. La date, le 26 février 1885, avec la fin de la conférence de Berlin, où on a déposé le gâteau sur la table et chacun avec son petit couteau suisse essayait d'arracher une partie importante de ce continent qui nous appartient. Et de là aboutit ce qu'on sait, après les 2 guerres mondiales, on s'est dit également qu'il faille prendre notre souveraineté en main et cela a découlé aux différentes indépendances. Bien sûr. Et troisième événement, première démonstration réussie du radar. Oui, on entend le radar, parler. il y a vos radars par là. Oui, les radars sont partout. Il y a plusieurs sortes de radars, pour parler ainsi. Et c'était le 26 février 1935, le physicien écossais Sir Robert Watson Watt et son assistant Arnold Wilkins réalisaient la première démonstration réussie du radar. Et ce texte historique s'est déroulé près de Daventry en Angleterre et les chercheurs ont utilisé les ondes d'un émetteur radio de la BBC, voilà, British Broadcast Company, voilà, la radio BBC, c'est British Broadcast Company, pour détecter un bombardier volant à proximité. Ils ont prouvé que les ondes radio rebondissaient sur un objet métallique, à savoir l'avion, et pouvaient être captées par un récepteur au sol, permettant ainsi de localiser l'appareil. Et cette réussite a conduit au dépôt d'un brevet le 2 avril 1935. Elle a permis également la création d'un réseau de défense chain home, crucial pour la victoire de la Royal
Royal Air Force. Quand on parle de la Royal Air Force, c'est l'armée anglaise. Lors de la bataille d'Angleterre en 1940, bien que conçue initialement pour la guerre, cette technologie est l'ancêtre direct des radars que nous voyons souvent sur les contrôles routiers et les systèmes de navigation. Et pour terminer, quand on parle de radar, il faut dire que c'est un acronyme, c'est pas un mot tout fait, et c'est un acronyme qui veut dire Radio Detection and Ranging. Donc ça permet de détecter par système radio et également mesurer une certaine distance par rapport à ce que nous voyons. On utilise le radar également. Quand tu veux un excès de vitesse, on te dit, monsieur, arrêtez-vous, vous avez dépassé les limites objectives de la vitesse en circulation selon le code de la route. Et bien sûr, on parle maintenant du premier attentat contre le World Trade Center. Effectivement, Abzeta, quand on parle d'attentat du World Trade Center, nous avons pour mémoire de nous rappeler de cette date tristement célèbre du 11 septembre 2001. Mais bien auparavant, il y a eu un attentat à ce niveau-là. Et c'était précisément le 26 février 1993 où une camionnette piégée contenant environ 600 kg d'explosifs a explosé dans le parking souterrain de la tour nord à 12h17. Et l'explosion a tué 6 personnes et a fait plus de 1000 blessés, principalement à cause de l'inhalation de fumée. L'intention a creusé un cratère de près de 30 mètres de large sur plusieurs niveaux du sous-sol. Environ 50 000 personnes ont dû être évacuées des tours jumelles. Et l'attaque a été orchestrée par un groupe de terroristes dont le cerveau était Ramzi Youssef. Son objectif avoué était de faire s'effondrer la tour nord sur la tour sud pour causer des dizaines de milliers de morts. Et Ramzi Youssef et ses complices ont été arrêtés par la suite. Youssef a été capturé au Pakistan en 1995 et condamné à la prison à perpétuité aux États-Unis. Et il faut noter également que les noms des 6 victimes de 1993 sont aujourd'hui gravés sur le mémorial du 11 septembre sur le rebord de la piscine nord. Donc elle a amené ces noms de 1993 là à 2001. Ils ont été inscrits là-bas pour les joindre aux autres victimes du 11 septembre 2001. C'est vraiment dommage, le monde est triste souvent. Ouais. Alors, Francis, pour finir, l'expression du jour. Alors, qui est Arthur? Pourquoi on parle aujourd'hui de se faire appeler Arthur? Oui, merci Abzeta. C'est l'expression qu'on a retenue pour vous, se faire appeler Arthur. D'entrée de jeu, lorsqu'on voit cela, on se demande qui est véritablement ce Arthur. Eh bien, tu as fait les lettres et nous sommes dans la langue allemande, la langue germanique. Quand on parle de chiffres de 1 à 10, je sais que tu peux nous le dire. Je me souviens de ça là. Oui, donc en allemand, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc de 1 à 10. Donc l'expression se faire appeler Arthur, ça signifie tout simplement se faire réprimander, gronder ou rappeler à l'ordre sévèrement. Cette expression tire son sens de la Deuxième Guerre mondiale. Durant l'occupation, les soldats allemands criaient Acht Uhr. Acht Uhr. Voilà, qui veut dire 8 heures pour annoncer le couvre-feu. Donc lorsque les Allemands ont occupé la France, à partir de 20 heures, on devait tout éteindre. Personne ne devait se pointer au dehors sous risque de se faire gronder par les soldats allemands qui faisaient la ronde. Et quand ils arrivaient, ils disaient Acht Uhr pour dire qu'il est 8h ou 20h du soir. Et pour certains Français qui ne comprenaient pas Acht Uhr comme ce que vous voyez à l'image, ils ont cru entendre Arthur. Donc de là est née cette expression, puisque quand les soldats arrivaient, que tu étais toujours au dehors à l'heure du couvre-feu, on te grondait Acht Uhr. Donc eux, ils ont pris ça comme Arthur. Donc se faire appeler Arthur, ça veut dire se faire gronder, se faire réprimer ou bien se faire appeler à l'ordre sévèrement. Donc c'est l'expression que vous avez retenue pour vous. Donc pour rattacher à notre quotidien, je me suis fait appeler Arthur par le DG. Un exemple. Je me suis fait réprimander par le DG. Oui. Pour dire, donc au lieu de dire ça, tu dis... je me suis fait appeler Arthur, quoi. Ouais, Arthur, oui. On va dire par qui? Par le DG ou par le DG. Se faire réprimander, se faire gronder, donc se faire appeler Arthur. C'est très bien. Merci beaucoup, Francis. Je t'en prie.
pour l'expression qui nous permet d'améliorer notre vocable chaque matin à cette émission. Bonjour le Faso. Merci beaucoup à vous. Et puis bien sûr, Francis appréciait ma tenue avant donc sa rubrique. Et oui, en mode Daoula. Voilà, c'est mode Daoula. Donc c'est l'occasion justement de faire un clin d'œil à la boutique Daoula située à Ouaga 2000 qui m'habille tout le mois de jeûne. Et puis voilà, les contacts sont affichés. Je crois qu'il y a une affiche aussi à l'appui et vous aurez la possibilité d'avoir des abayas de luxe au niveau donc de la boutique Daoula et puis avoir les boubous de prière pour hommes, des tuniques pour hommes, des robes de prière aussi pour femmes et des chaussures. Bon, bref, allez-y visiter cette boutique située à Ouaga 2000 et puis vous allez voir les merveilles qu'elle propose parce que c'est cette boutique qui m'habille encore ce matin. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et on se dit, Inch'Allah, à demain. Que ça